Il est devenu presque impensable de parler de transmission d'entreprise en France sans parler du dispositif Dutreil et on entend, souvent que ce mécanisme, nécessite des temps de conservation. Il nécessite du coup une sorte de préparation à l'avance et on l'a rappelé dans le dernier épisode, il est particulièrement intéressant pour les entrepreneurs puisque on est à la tête d'un actif qui a beaucoup de valeur mais qui est illiquide bien souvent et on se retrouverait à payer énormément de droits de succession avec un argent qu'on ne pourrait pas réellement trouver. Donc c'est un enjeu, essentiel et le problème de cette anticipation, c'est qu'on se dit, «Mais peut-être que j'ai envie de donner maintenant et que j'ai pas envie d'attendre 2 ans ou peut-être que quand je décéderai, eh bien, je ne m'y serais pas pris à l'avance». Et dans ce cas, on peut avoir entendu parler d'engagement, de profiter du pack Dutreil sans même avoir besoin de s'engager au départ, sans même avoir besoin d'avoir préparé quoi que ce soit et de pouvoir en profiter d'un coup comme ça et on peut se dire que c'est la panacée et j'aimerais qu'on puisse éclairer ce sujet aujourd'hui et pour éviter, tout problème, pour éviter l'effet ravageur des 45 d'imposition si on s'est mal préparé, du redressement aussi, on en a parlé dans le dernier épisode. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pascal Julien Saint-Amand, qui est notaire à la tête du groupe Altemis. Et donc, merci d'intervenir à nouveau sur le podcast. Merci. Alors effectivement, on est sur des questions qui sont tout à fait intéressantes. Recourir ou non à l'engagement réputé acquis ou à l'engagement posthume. Je pense que peut-être très très brièvement un petit rappel sur le régime Dutreil que tout le monde connaît et puis tout l'intérêt de ce régime-là. Rappelons brièvement qu'il faut remplir 4 conditions. Une première condition qui est liée à l'activité de la société. Donc il faut que l'activité soit éligible, donc soit une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, soit une holding animatrice, on en a parlé. Et donc première condition, l'activité. Et cette activité, elle doit être remplie, cette condition, pendant toute la durée de l'engagement du trade. Deuxième condition, l'engagement collectif. L'engagement collectif, c'est un engagement de 2 ans qui doit être d'une durée d'au moins 2 ans, qui doit être en cours au jour de la donation, au jour de la succession, et qui doit couvrir au moins 17% des droits financiers, 34% des droits de vote dans une société non cotée, 10% des droits financiers, 20% des droits de vote dans une société cotée. Et puis, qui peut être pris seul, à plusieurs, etc. Et parmi les membres de l'engagement, je dois avoir au moins une personne qui remplit la fonction de direction. Troisième condition, l'engagement individuel. À compter de la fin de l'engagement collectif, je dois remplir un engagement individuel d'une durée d'au moins 4 ans, qui démarre à compter de la fin de l'engagement collectif. Donc, comme on le voit, 2 ans d'engagement collectif, 4 ans d'engagement individuel, ça fait 6 ans. Et donc, c'est important pour la question qui nous intéresse juste après. Et enfin, quatrième et dernière condition, une fonction de direction doit être exercée par l'un des signataires de l'engagement collectif ou, à compter de la donation, l'un des donataires ou, en cas de succession, héritier ou légataire, pendant toute la durée de l'engagement collectif et pendant une durée de 3 ans à compter de la transmission à titre gratuit. Une fois que j'ai rempli les 4 conditions, eh bien du coup, je bénéficie, c'est la récompense, de la réduction de base imposable de 75% applicable dans le cadre du régime du trait. Alors, comme vous l'évoquiez, la problématique, c'est ça c'est super, mais il faut attendre 6 ans. Du coup, ça m'oblige d'être 2 ans d'engagement collectif, 4 ans d'engagement individuel. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de faire moins? Alors, le moyen de faire moins, c'est d'utiliser l'engagement réputé acquis, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, je me rends compte que j'ai envie de faire ma donation dans le cadre du régime du Dutreil et je vais voir si je remplis les conditions de l'engagement réputé acquis. Parce que l'engagement réputé acquis me permet, quand je remplis les conditions, de faire tout de suite ma donation et de passer immédiatement dans la phase de l'engagement individuel. Et donc cet engagement réputé acquis permet de bénéficier du Dutreil de façon complètement identique ou il y a des Presque. conditions supplémentaires? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que oui, au regard du niveau de l'abattement, donc j'ai bien un abattement de 75% de base imposable, etc., etc. Les autres conditions sont les mêmes, si ce n'est que la fonction de direction qui, dans le cadre d'un engagement collectif signé, peut être exercée par n'importe lequel des signataires, de même qu'il peut être exercé par le donataire, l'héritier ou le légataire, eh bien, dans le cadre de l'engagement réputé acquis,
il ne peut être exercé que par les donataires, légataires ou héritiers. Ce qui veut dire en d'autres termes que lorsque j'ai des parents, par exemple, qui sont dans leur entreprise, qui continuent à gérer l'entreprise, qui organisent la transmission au profit de leurs enfants, quand bien même l'un des enfants serait dans l'entreprise, mais il n'est pas encore dirigeant de l'entreprise parce que il a ses armes à faire, il n'a pas encore tout appris, il ne sait pas encore complètement gérer la boîte. Son parent donateur lui dit « Écoute, il n'y a pas de souci, moi je vais continuer à exercer la fonction de direction, toi tu vas faire tes classes, et puis dans quelques années après la donation, si tu as démontré que tu étais capable d'exercer les fonctions de direction, tu vas exercer les fonctions de direction et ce sera très bien. » Ça, c'est tout à fait possible dans un engagement d'Utreil classique, dans lequel j'ai un engagement signé et je fais une donation aux enfants. Et celui qui exercera la fonction de direction, ce sera le père qui était signataire, dans mon exemple, qui était signataire de l'engagement collectif et qui peut, postérieurement à la donation, continuer à l'être. Supposons maintenant que le père se dise « Oh là là, mais moi je partirai bien à la retraite rapidement et puis mon fils il va se débrouiller, etc. Mais bon, je vais l'accompagner encore 2-3 ans, je serai dirigeant et puis je vais lui donner tout de suite en invoquant l'engagement réputé acquis. » Donc, quand j'invoque l'engagement réputé acquis, je peux le faire quand j'ai moi-même détenu plus que 17% des droits financiers, 34% des droits de vote au cours des 2 dernières années. Quand je dis moi-même, c'est moi-même et ou mon conjoint. Que j'exerce la fonction de direction au cours de ces 2 dernières années également, donc à nouveau moi-même ou mon conjoint. Et à ce moment-là, dès que je remplis ces conditions, je peux faire la donation au profit de l'enfant dans le cadre du réputé acquis. Donc là, en fait, on se rend compte que dans ce cas, c'est comme si on avait on a respecté tous les mêmes critères, sauf qu'il nous a manqué la signature qu'on n'a pas faite. C'est exactement ça. Et il est réputé acquis parce que c'est comme si je l'avais signé, sauf que j'en ai pas. Et comme j'en ai pas, ça ne produit pas les mêmes conséquences en aval. C'est-à-dire que le jour où je vais regarder qui exerce la fonction de direction pendant les 3 années qui suivent la donation, eh bien, ça doit être soit l'un des signataires de l'engagement collectif, mais là, comme j'en ai pas, ça ne peut pas être un signataire de l'engagement collectif. Donc, c'est forcément l'un des héritiers, légataires ou donataires. Donc, ça ne permet pas, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire cette transition plus progressive, en tout cas, pour faire ces classes. Là, on est tout de suite dans le grand bain. Exactement. Donc, impérativement, il faut qu'au moins l'un des donataires exerce la fonction de direction. Ce qui veut dire que l'un des enfants, même s'il n'est pas encore aguerri, il faut qu'il soit quand même nommé dirigeant. Et est-ce que ça m'empêche en tant que parent de moi-même exercer la fonction de direction ? Non, si l'enfant est lui-même dirigeant et remplit bien la condition, donc au regard de la condition de l'article 787b, donc le régime d'Utreil, eh bien, l'enfant doit impérativement être dirigeant, donc l'une des fonctions de direction. On les rappelle, dans une SA, SAS, ce sera président, DG, DGD, donc directeur général délégué. Dans une SARL, une SNC, ce sera gérant, donc je remplirai ces conditions. Et dans une SAS, dans une SA à directoire et conseil de surveillance, eh bien, c'est président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Il faut que j'exerce une de ces fonctions. Ça n'empêche pas le donateur d'exercer lui aussi une fonction, mais ça ne joue pas au niveau du fait de respecter la condition de la fonction de direction de l'article 787b. Oui, puis j'imagine que l'enfant qui est dirigeant doit avoir des vrais pouvoirs de dirigeant et pas être seulement DG sur le papier. Oui, bien évidemment, là aussi, ce serait assez exposé d'expliquer que son enfant est dirigeant alors que tout démontrera qu'il ne l'est pas. Là, on ne serait pas dans l'esprit du texte. Alors, l'administration fiscale a été saisie sur cette question parce que on a essayé, nous autres praticiens, d'expliquer à l'administration que puisqu'on est dans un engagement réputé acquis, il est réputé acquis pourquoi ? Parce que les parents donateurs ont rempli les conditions. Donc, puisqu'on était réputé acquis, on n'avait qu'à les réputer signataires de l'engagement. C'était cohérent, en fait, dans la démarche. Mais malgré de nombreuses demandes, l'administration est restée insensible à cette demande des praticiens. Elle était plus ouverte sur beaucoup d'autres points, donc on ne lui en veut pas. Mais quand même, c'est un petit peu dommage, effectivement, qu'on ne tire pas, en fait, les conséquences du fait que c'est un engagement réputé acquis. Et donc, ce serait cohérent que le dirigeant puisse exercer sa fonction de direction au sens du 787b et pas seulement comme une tolérance qu'il puisse continuer à exercer cette fonction de direction. Donc aujourd'hui, la grosse faiblesse, c'est vraiment celle-là.
La première faiblesse que je viens d'évoquer, c'est l'hypothèse, je n'ai pas forcément un enfant qui est capable de reprendre. Mais l'enfant qui est capable de reprendre, il peut lui arriver plein de choses. Il peut être frappé d'une incapacité à un moment, il peut y avoir un décès, il peut y avoir un départ de l'entreprise. Eh bien, à partir de là, il y a une remise en cause du régime du trade pour tout le monde, quelle que soit la cause. Le décès n'est pas un cas de force majeure à cet égard sur l'exercice de la fonction de direction. Donc ça veut dire que si j'ai un de mes enfants qui semble pouvoir reprendre la direction, mais qu'il a un accident d'avion et que les autres sont artistes ou font autre chose et sont pas du tout intéressés par l'entreprise, tout le monde est perdu. Remise en cause du régime et aucun moyen de rattraper. D'accord. Donc c'est sévère. Donc c'est parce que c'est sévère qu'en pratique, on va dissuader en fait nos clients de passer par l'engagement réputé acquis. Et en dehors des très rares cas dans lesquels vraiment on est sûr qu'on ne va pas tenir le délai de 6 ans alors que le délai de 4, on peut le tenir, on va peut-être prendre ce risque à ce moment-là si on remplit les conditions, bien sûr, par ailleurs. C'est-à-dire que l'un des donataires peut exercer une fonction de direction, mais en dehors de ces hypothèses-là, on va dire, écoutez, on comprend que 6 ans, c'est plus long que 4 ans, mais la sécurité que vous avez en passant à 6 ans, elle n'a rien à voir avec celle que vous avez sur une durée de 4 ans. Alors, Et dans quel cas, justement, on peut se dire que ça a de l'intérêt? Parce que vous disiez qu'il y a des cas assez rares dans lesquels on le fait quand même. On a quand même compris que c'était plus contraignant, mais au-delà de la contrainte, peut-être surtout plus risqué. Qu'est-ce qui justifie justement de prendre ce risque? alors je vais prendre un cas. Par exemple, supposons, je viens de faire rentrer un fonds dans ma société. Je sais que le fonds, il va sortir à 5 ans et moi, je dois sortir avec lui. Du coup, les 6 ans, je ne les aurai pas. Donc, je peux tenter ma donation en sachant que je tiendrai peut-être les 4 ans, mais je ne tiendrai pas les 6, de toute façon. Donc, du coup, je vais peut-être accepter cette idée-là. Deuxième cas de figure, j'ai parmi mes donataires 2 enfants repreneurs. Là, du coup, la probabilité qu'il arrive quelque chose aux 2 est extrêmement faible. Troisième cas de figure, je suis dans une approche dans laquelle j'ai un enfant qui est un vrai repreneur. J'en ai qu'un, mais c'est un vrai repreneur. Et là, je me dis, bon, mon enfant, c'est un vrai repreneur, il a 30-35 ans. La probabilité qu'il lui arrive quelque chose dans le délai de 3 ans qui suit la donation n'est pas énorme. Et je vais l'assurer par une assurance décès ou par une assurance décès incapacité. Si bien que dans l'hypothèse où le décès ou l'incapacité survient, eh bien, j'ai prévu qu'il y ait un capital qui soit versé et je fixerai le capital en fonction du complément de droit que j'aurai à payer pour ne pas avoir respecté ma fonction de direction. Donc, c'est encore un autre moyen de gérer ma problématique. Et le coût d'une assurance décès, ce n'est pas très élevé pour quelqu'un qui va être jeune par définition, s'il n'a pas de risque particulier. Donc, ça peut être une solution également pour se prémunir contre les risques indépendants de la volonté des donataires. Et en cas d'enfant unique, on a dit tout à l'heure que quand on avait plusieurs enfants, que l'un disparaisse et que les autres ne soient pas en mesure de reprendre l'activité, c'était pas de la force majeure, mais est-ce que si on a un enfant unique, le même raisonnement s'applique? Oui, globalement, le même raisonnement va s'appliquer. Ça va dépendre vraiment de la structure de l'entreprise. C'est-à-dire que si j'ai une entreprise qui est tellement liée aux dirigeants et finalement à son enfant, que dans l'hypothèse où ils décèdent l'un ou l'autre, où ils sont frappés d'incapacité, l'entreprise disparaît, là, c'est clair que je peux prendre ce risque-là, puisque de toute façon, l'entreprise, elle ne vaudra plus rien dans cette hypothèse-là. Si par contre, j'ai une entreprise dans laquelle il y a un certain nombre de cadres qui pourraient exercer la fonction de direction, je vais plutôt choisir l'option de je fais un engagement du trade, je mets dans les signataires l'un des cadres auxquels je donne une action de la société, de façon qu'il puisse remplir la fonction de direction si jamais l'enfant était frappé à un moment d'une incapacité ou d'un décès. Merci pour ce tour du réputé acquis. On a aussi un autre outil, alors là, on a un peu moins le choix généralement quand on le met en place, puisque là, on a fait chronologiquement, on est encore vivant quand c'est réputé acquis, et puis il y a le posthume. Euh, D'ailleurs, avant de rentrer dans le posthume, peut-être qu'on peut être en réputé acquis alors qu'on décède. Bien sûr, tout à fait. On peut tout à fait effectivement utiliser, on a évoqué le réputé acquis dans le cadre d'une donation, mais on peut tout à fait remplir les conditions également au jour du décès et l'invoquer dans le cadre d'une succession. Et parfois, ce sera la moins mauvaise des solutions d'invoquer le réputé acquis. Mais si on n'avait pas rempli les conditions du réputé acquis ou si on voulait que la fonction de direction soit exercée
par quelqu'un d'autre que l'un des héritiers ou légataires, eh bien à ce moment-là, on a la possibilité, comme vous le rappeliez, de mettre en place un engagement post-décès qui s'appelle un engagement posthume. Et donc l'engagement posthume est un engagement qu'on va mettre en place avec exactement les mêmes caractéristiques qu'un Dutreil avant le décès, c'est-à-dire que j'aurai les mêmes conditions liées à l'activité, à l'engagement collectif de 2 ans, à l'engagement individuel de 4 ans, les mêmes contraintes liées à l'exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires de l'engagement. Je vais bien pouvoir mettre ça en place à la suite du décès et ça me permet de rattraper une situation dans laquelle j'aurais rien fait de mon vivant. Et là, j'ai encore une chance. Alors, l'inconvénient, on l'a bien compris, c'est que si mon engagement posthume, je vais pouvoir le mettre en place qu'après le décès, mes délais de 2 ans d'engagement collectif et mes délais de 4 ans d'engagement individuel, ils vont démarrer que postérieurement au décès. Donc, je vais prendre plus de 6 ans après le décès. Donc, on voit que c'est quand même un effet un petit peu négatif quand même de la situation. Alors que dans une situation où j'ai anticipé, j'ai fait un engagement collectif que j'appelle engagement collectif succession. Je le fais de mon vivant. Et puis, je le fais pour une durée illimitée. C'est pour ça que je l'appelle succession, parce qu'en règle générale, on ne sait pas quand on va décéder. Donc, si je fais une durée illimitée, je laisse juste dans les clauses de mon engagement la possibilité à tout moment à mes héritiers de mettre un terme à l'engagement collectif. Mais au moins, cet engagement, il existera au jour de mon décès. Parce qu'effectivement, on le rappelle, il faut que l'engagement collectif existe au moment de la transmission pour qu'il puisse être pris en compte en fait pour la libéralité. Oui, tout à fait. Oui, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que mon engagement collectif doit être en cours au jour de la succession ou au jour de la donation, et l'engagement individuel ne démarre qu'à compter de la fin de l'engagement collectif. Donc, de toute façon, j'aurai au moins mes 4 ans d'engagement individuel. Mais si j'ai déjà eu plusieurs années d'engagement collectif avant le décès, je pourrais à tout moment mettre en place un arrêt de mon engagement collectif dès le décès survenu pour pouvoir faire démarrer mon délai de 4 ans d'engagement individuel. Donc la conclusion sur ce qu'on vient d'évoquer entre l'engagement réputé acquis, l'engagement posthume, etc., c'est que dès qu'on a une entreprise, il faut tout de suite mettre en place un engagement collectif signé, classique. On l'utilisera ou on ne l'utilisera pas, mais au moins il existe. Et ça nous permet de faire partir les délais et d'avoir le maximum de souplesse possible, en particulier dans les signataires qui pourront exercer une fonction de direction. Donc le bon conseil, c'est vraiment signer un engagement Dutreil. Dès que vous avez une entreprise et dès que vous pouvez remplir les conditions, signer un engagement Dutreil. Au pire, il ne vous servira pas, mais vous avez toutes les chances qu'il vous soit utile à un moment ou à un autre. C'est ça, et puis il faut peut-être rappeler que c'est un engagement qui n'engage à rien finalement, puisque comme vous le disiez, on n'est pas obligé de le respecter si on ne souhaite pas l'utiliser pour bénéficier du régime Dutreil. Oui, c'est important de rappeler ça, c'est-à-dire quand je signe un engagement Dutreil, si jamais je décide de ne pas l'utiliser, je suis tenu à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai signé un engagement disant que je conserve les titres que je dois les conserver si je n'envisage pas de les transmettre. C'est-à-dire que tant que je ne veux pas utiliser mon engagement, je n'ai pas besoin de le respecter, ou plus exactement, si je ne le respecte pas, il n'y a pas de remise en cause du régime Dutreil, puisqu'on ne l'ait pas utilisé. On comprend que c'est très utile donc de mettre en place cet engagement, et d'autant plus que ce n'est pas contraignant, malgré la terminologie qui est peut-être pas tout à fait, qui était peut-être plus tout à fait adaptée. Qui peut nous rédiger vers quel professionnel est-ce que je dois me tourner pour justement rédiger mes engagements de conservation, puis potentiellement après faire toute la transmission? Alors, les engagements de conservation, ils peuvent être faits par acte sous seing privé ou par acte authentique. Donc, par acte authentique, c'est fait par un notaire. Par acte sous seing privé, ça peut être un notaire aussi qui va le faire par acte sous seing privé. Après, il faut voir simplement l'intérêt. Parfois, on va le faire par acte sous seing privé simplement parce qu'on va faire une signature électronique avec des gens qui sont dans différents endroits et c'est plus simple. Et derrière, on va s'occuper de l'enregistrer pour qu'il ait une date certaine et qu'il soit opposable, bien sûr, à l'administration fiscale. Donc, on va pouvoir les faire chez les notaires, on pourra les faire chez les avocats, on pourrait les faire fondamentalement, on pourrait même le faire tout seul. Mais enfin, là, pour le coup, on déconseille
On va éviter de prendre les templates sur Internet. C'est plutôt un bon conseil. S'il y a bien un domaine dans lequel c'est particulièrement dangereux, ce serait effectivement le régime du trail. Mais ce qui est surtout très très important, c'est de réfléchir en fait à replacer la transmission du trail dans un environnement beaucoup plus global, qui est l'environnement de la stratégie familiale, la stratégie patrimoniale, les incidences au regard de l'entreprise. Et là, pour le coup, ce qui va vraiment être important, c'est d'essayer de faire travailler une équipe en fait, autour de ces questions-là. Et donc, dans l'équipe, on pourra avoir notaire, expert comptable, banquier, conseiller en patrimoine, avocat. Enfin, on peut avoir tout un ensemble de gens, chacun apportant quelque chose, en fait, dans cette construction. Et puis, étant sûr que de cette manière-là, on ne va pas oublier quelque chose d'important et on va surtout positionner ça dans un cadre plus large. Parce que la transmission de l'entreprise, c'est de la transmission, donc il y a beaucoup de droits de la famille quand même dedans, mais en même temps, il y a beaucoup d'entreprises. Donc clairement, il y a de la place pour un certain nombre de professionnels. Et en règle générale, le client eh bien, échangera avec l'un des professionnels dont il est proche, qui pourra être lui-même le chef d'orchestre de cette transmission ou de cette organisation. Celui qui est le chef d'orchestre n'est pas forcément celui qui va définir toute la stratégie, c'est celui qui va accompagner la stratégie et qui va s'assurer qu'elle répond bien aux objectifs du client. Oui, et puis qui va peut-être aussi pouvoir choisir des personnes avec qui il travaille bien Oui, tout à pour que justement tout ça soit très fluide et qu'on ait une bonne communication, puisqu'on le rappelait dans le dernier épisode. C'est important de pouvoir maintenir les conditions pendant toute la durée des engagements et donc d'être parfois alerte quand on fait des opérations sur le capital. On pense particulièrement à l'expert comptable qui lui sera peut-être plus à même au quotidien d'être aux côtés de l'entrepreneur. Tout à fait. En fait, c'est même assez intéressant. Le Dutrey, je trouve, est très révélateur sur la marge de progression qu'on a encore sur l'interprofessionnalité à vivre au quotidien. Parce qu'on a un outil qui est absolument extraordinaire. Enfin, le régime Dutrey, c'est le coin de ciel bleu du droit français. Donc vraiment, on ne comprend pas que toutes les entreprises qu'on croise n'aient pas mis en place un engagement Dutrey. Or, très très fréquemment, nous comme notaires, d'autres comme banquiers, d'autres comme experts comptables, vont discuter avec le chef d'entreprise et tout d'un coup, stupéfaction, on se rend compte qu'il n'y a pas de Dutrey en place, alors que c'est une entreprise qui a une valeur très importante, qu'on remplit toutes les conditions qui justifieraient un Dutrey. Et alors même que on voit les clients régulièrement, enfin chacun dans son domaine, eh bien on a encore des clients qui passent au travers et puis qui finalement sont pas couverts. Donc à chaque fois qu'on en repère un, on se dit qu'on a encore du boulot finalement parce que ça devrait plus exister. Mais grâce à vous et avec ces émissions, ça existe de moins en moins. Donc un grand merci. C'est un appel aux professionnels et puis c'est un appel aux dirigeants aussi qui peuvent eux-mêmes se souffler à l'oreille de leur notaire ou de leur avocat que peut-être il faudrait mettre en place un engagement Dutrey pour éviter les contraintes qu'on a évoquées aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Avec plaisir. Merci à vous. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr, bien sûr avec family avec un seul L, puisque contrairement aux Français, les Anglais n'ont mis qu'un seul L à family. Voilà, et bien je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain.